Je m'appelle Henri Morel, mais la plupart des gens m'appellent Riton. J'ai 63 ans et j'ai passé 31 ans à bâtir une entreprise de menuiserie et de rénovation à partir de rien. J'ai commencé avec une camionnette d'occasion, un jeu d'outils racheté à un charpentier partant à la retraite et une réputation que je protégeais comme si c'était de l'or, parce que ça l'était. Au moment où j'ai vendu la boîte, j'avais 42 employés, des chantiers dans toute la région lyonnaise et assez d'argent de côté pour prendre une retraite confortable sans toucher à mes revenus locatifs. Je ne vous dis pas ça pour me vanter. Je vous le dis pour que vous compreniez à quel genre d'homme mon fils pensait avoir affaire quand il a décidé que j'étais devenu jetable. Ma maison située dans les Monts d'Or, près de Lyon, n'a rien de tape à accent Graveleuil. 4 chambres, une grande terrasse en bois qui fait le tour, un terrain de 2000 mètres carrés avec un atelier au fond du jardin où je passe la majeure partie de mon temps. Je l'ai acheté en 2004 pour 310 000 €. Le marché immobilier étant ce qu'il est, elle a été expertisée à 940 000 € au printemps dernier. Je connais ce chiffre par cœur parce que mon fils l'a mentionné lors d'un dîner, 4 mois avant de me laisser ce fameux message vocal. Il l'a dit avec une sorte de faim dans les yeux que je reconnaissais bien, celle d'un homme qui voit quelque chose qu'il convoite mais qu'il sait ne pas pouvoir s'offrir. Mon fils, Julien, n'a pas toujours été comme ça. Je l'ai élevé seul après le décès de sa mère d'un cancer quand il avait 15 ans. C'était le genre de gamin qui restait éveillé avec moi quand j'avais des devis urgents à boucler, qui a appris à lire un plan d'architecte avant même d'avoir son permis de conduire. Nous n'étions pas seulement un père et un fils, nous étions une équipe. Quelque chose a basculé quand il a eu 32 ans et qu'il a épousé ma belle-fille, Clémence. Je ne dis pas ça pour tout lui mettre sur le dos, car ce serait trop facile. Mais l'homme que j'ai vu remonter l'allée de l'église ressemblait à mon fils, alors que celui qui m'a laissé ce message était un étranger portant son visage. Elle est entrée dans nos vies lors d'un barbecue chez mon voisin. Elle était vive, tirée à 4 épingles, le genre de femme qui entre dans une pièce en sachant déjà où chaque regard se pose. Elle travaillait dans le marketing pour une start-up tech, parlait vite, réfléchissait encore plus vite. Les premiers mois, je l'appréciais. Elle semblait ambitieuse d'une manière productive. Elle semblait sincèrement tenir à mon fils. J'avais tort sur ce second point, mais il m'a fallu 4 ans pour le comprendre. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie coûteuse à Marrakech dont j'ai payé une part importante. Non pas parce qu'on me l'a demandé poliment, mais parce que cela m'a été présenté comme la chose évidente qu'un père ferait, et je l'ai fait parce que je pensais encore que mon fils et moi avions une relation où une telle générosité serait payée de gratitude. J'ai fait beaucoup de suppositions durant ces années-là. Les suppositions coûtent cher. Ils se sont installés chez moi 14 mois après le mariage. Le bail de Clémence se terminait et leur recherche d'appartements se heurtait, selon elle, à des propriétaires déraisonnables. Le plan, tel qu'il m'avait été exposé un dimanche soir, était de rester 6 mois au maximum. Juste le temps de trouver quelque chose qui corresponde à leurs besoins dans un marché devenu, selon ces termes, absolument démentiel. Je leur ai dit qu'ils étaient les bienvenus. Et je le pensais. C'était il y a 3 ans et 4 mois. La première année a été gérable. Ils payaient leurs propres courses, pour l'essentiel. Ils gardaient les parties communes relativement propres. Clémence travaillait en télétravail et s'était approprié la table de la salle à manger comme bureau, ce que je trouvais légèrement agaçant. Mais je n'ai rien dit car j'avais mon atelier et je n'avais pas besoin de cette table pour autre chose que les repas auxquels elle avait discrètement cessé de participer. Elle mangeait à son bureau tout en travaillant, ou du moins en prétendant le faire. Son intitulé de poste a changé 3 fois en 18 mois jusqu'au jour où il n'y a plus eu d'intitulé du tout. Elle était en train de pivoter, comme elle disait, pour créer une marque personnelle autour de la décoration d'intérieur et du contenu lifestyle. Le fait qu'elle bâtisse cette marque depuis une maison qui ne lui appartenait pas, en mettant en scène des meubles dans une cuisine que j'avais payée, ne semblait pas lui paraître ironique. À la 2e année, j'étais devenu invisible dans ma propre maison, de cette manière spécifique dont seule la famille sait vous rendre invisible. Ce n'était pas hostile, pas au début, c'était juste comme si j'étais superflu. Ma présence dans la cuisine quand il cuisinait était un inconvénient. Mes préférences télévisuelles étaient une source de soupirs étouffés. Quand j'ai mentionné que je prévoyais de repeindre la rambarde de la terrasse, Clémence a passé 20 minutes à m'expliquer pourquoi elle avait une vision pour l'extérieur dont nous devions probablement discuter d'abord. La terrasse que j'avais construite de mes propres mains en 2009. Mon fils ne disait rien. C'était la partie que j'essayais sans cesse de rationaliser, en trouvant toujours de nouvelles explications.
Il détestait les conflits. Elle avait un fort caractère. Il était fatigué par son travail. Il voulait préserver la paix. J'ai passé en revue toutes ses excuses, car l'explication alternative était celle que je n'étais pas prêt à accepter. Les remarques ont été graduelles, puis brutales. Elle a commencé à faire des observations sur mon travail du bois, les présentant comme de l'inquiétude. Toutes ces particules de sueur ne peuvent pas être bonnes pour tes poumons à ton âge. Elle a dit ça au petit déjeuner comme si elle me donnait la météo. J'étais dans la cuisine en train de manger une tartine qu'elle n'avait pas proposé de préparer. Mon atelier, pour information, dispose d'un système d'aspiration que j'ai installé moi-même. Je sais comment protéger mes poumons. Je travaille le bois depuis plus longtemps qu'elle n'est au monde. Il y a eu des remarques sur ma conduite, sur la façon dont je rangeais le réfrigérateur, sur une lampe du salon qu'elle voulait remplacer parce qu'elle ne correspondait pas à l'esthétique, son mot fétiche, qu'elle voulait insuffler à l'espace. Mon espace. Je n'ai rien dit. Je me disais que je me montrais supérieur. En réalité, j'étais une serpillière, mais je n'avais pas encore les mots pour le dire. La remarque dont je me souviens le plus est arrivée un mardi soir en février. Je venais de sortir de l'atelier et je me lavais les mains dans l'évier de la cuisine. Elle était au téléphone, le dos tourné, et elle a dit, et je ne l'oublierai jamais, je ne peux pas avoir des gens qui traversent la maison en semant de la sueur partout sur mes parquets. Comme si j'étais un locataire qu'elle n'avait pas approuvé. Comme si ces parquets n'étaient pas ceux que j'avais moi-même poncés et vitrifiés à l'été 2017. Je suis resté là, devant l'évier, jusqu'à ce qu'elle termine son appel. Elle s'est retournée, m'a vu, n'a pas bronché, et m'a demandé si je voulais qu'elle ajoute quelque chose à la commande Drive. J'ai dit non, merci. J'ai essuyé mes mains, je suis retourné dans mon atelier, je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre et j'ai réfléchi longtemps à ce que je faisais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux chiffres. Leur revenu, d'après ce que mon fils mentionnait parfois et ce que suggérait la présence en ligne de sa femme, tournait autour de 68 000 € annuels cumulés dans les bonnes années. Mon fils gérait un entrepôt de fournitures de sol. Travail stable, salaire correct, mais pas assez pour le train de vie qu'il menait. La voiture de ma belle-fille était en leasing à 600 € par mois. Le dressing qu'elle avait étendu sur la moitié de la chambre d'amis était rempli de vêtements dont je voyais parfois les étiquettes encore attachées. Elle faisait des voyages en solo pour voir des amis à Biarritz ou à Londres, qu'elle documentait sur ses réseaux sociaux de manière à suggérer une vie d'abondance organisée. Je subventionnais cette abondance sans qu'il n'y ait jamais eu la moindre discussion à ce sujet. Je n'ai rien fait de ces informations immédiatement. J'ai gardé ça pour moi. J'ai observé. J'ai attendu. Pas parce que je complotais, pas encore. J'espérais toujours que mon fils redeviendrait l'homme que j'avais élevé et qu'il aurait une conversation d'adulte avec moi. Ce qui a tout déclenché n'est pas réellement le message vocal. Le message vocal a été le coup de grâce. Ce qui a tout déclenché, c'est un samedi après-midi de septembre, quand une femme nommée Chantal a emménagé dans la maison 2 rues plus loin. J'ai rencontré Chantal lors d'une réunion du comité de quartier où j'allais depuis 11 ans. Elle arrivait dans la région, 61 ans, récemment retraitée d'une carrière d'architecte paysagiste, et elle venait de finir de restaurer un vieux pavillon des années 40 qu'elle avait acheté en mauvais état. Elle s'est assise à côté de moi car les autres places étaient prises. Nous avons parlé de sa rénovation pendant presque 2 heures. Elle savait ce qu'était un assemblage à queue d'aronde. Elle connaissait la différence entre le chêne et le sapin du Nord. Je ne peux pas vous dire à quel point cela comptait pour moi après des années de discussion dans ma propre maison où l'on traitait mon expertise comme un passe-temps de vieux excentriques. Nous avons commencé à prendre des cafés ensemble. Elle avait des opinions sur tout et n'était jamais désagréable en les exprimant. Elle riait facilement. Elle avait une fille à Nantes qui l'appelait chaque dimanche et qui voulait vraiment savoir comment sa mère allait. Être avec Chantal me rappelait ce qu'était la normalité, ce que cela faisait d'être vu, ce que cela faisait d'entrer dans une pièce et d'avoir quelqu'un de sincèrement content de vous voir. J'en ai parlé à mon fils un soir, j'ai dit que je m'étais fait une nouvelle amie dans le quartier, quelqu'un qui appréciait le travail du bois. Sa femme a levé les yeux de son ordinateur portable. Elle a posé des questions qui n'en étaient pas vraiment. Quel âge a-t-elle? Est-elle propriétaire ou locataire? A-t-elle déjà été mariée? Le genre de questions que l'on pose pour établir si quelque chose constitue une menace. Mon fils n'a rien dit. Il fixait la table. J'ai laissé couler.
J'aurais dû me méfier. 3 semaines plus tard, j'ai dit que j'aimerais inviter Chantal à dîner. Rien de formel, juste nous quatre, un repas fait maison, une occasion de la présenter convenablement. Ma belle-fille a posé son téléphone lentement, ce qui n'était jamais bon signe. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre d'être à l'aise avec ça. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit que faire entrer une étrangère dans la maison sans un préavis plus long n'était pas quelque chose qu'elle pouvait accepter comme ça. Je lui ai rappelé, aussi calmement que possible, que c'était ma maison. Elle m'a regardé un instant, puis a dit, sur un ton presque doux, ce qui était pire, nous considérons cet endroit comme notre foyer, et notre confort compte aussi. Mon fils n'a rien dit. J'ai dit bonne nuit, je suis allé dans mon atelier et je suis resté assis dans le noir pendant 45 minutes. C'était un mercredi. Le message vocal est arrivé le dimanche suivant. J'étais sorti me promener. Quand je suis revenu, il y avait un message du numéro de mon fils, mais ce n'était pas tout à fait sa voix. Ou plutôt, c'était sa voix prononçant des mots que je ne lui avais jamais entendu dire. Des mots qui semblaient avoir été dictés par quelqu'un d'autre. Il disait que la situation de cohabitation ne fonctionnait plus. Il disait que sa femme était très stressée. Il disait qu'il serait probablement préférable que je commence à réfléchir à d'autres options, peut-être quelque chose de plus petit, un endroit conçu pour quelqu'un à mon stade de la vie. Il a utilisé l'expression « notre maison » 2 fois. Il a dit qu'il espérait que je comprendrais. J'ai écouté ce message debout sur ma terrasse. Puis je me suis assis sur la chaise près de la porte d'entrée et j'ai regardé le jardin que j'avais planté. Le chêne que j'avais arrosé pendant 2 canicules, l'allée que j'avais coulée moi-même il y a 20 ans. Je suis resté là un moment. Puis je suis rentré, je me suis fait un café et j'ai envoyé un SMS à mon avocat. Il s'appelle Maître François Gauthier. Je le connais depuis 22 ans. Il s'est occupé de la vente de mon entreprise et gère mes documents de succession depuis bien avant que mon fils ne finisse le lycée. Quand je lui ai écrit ce dimanche soir, il a répondu en 10 minutes. Nous nous sommes vus le lendemain matin. J'ai tout exposé dans son bureau. La chronologie, l'hébergement gratuit, les remarques, le message vocal, tout. Il a écouté comme écoutent les bons avocats, c'est-à-dire en silence et sans expression. Quand j'ai eu fini, il a ouvert un tiroir et a sorti un dossier que j'ai reconnu de notre dernier rendez-vous, 3 ans auparavant, quand j'avais discrètement mis à jour mon testament et mes titres de propriété. François avait noté à l'époque que j'étais exceptionnellement minutieux. Je lui avais répondu que je croyais en la nécessité d'être préparé. Il n'avait pas demandé plus d'explications. Il a levé les yeux du dossier. Tu as commencé à te préparer avant même de savoir que ça arriverait. Je lui ai dit que j'avais travaillé dans le bâtiment assez longtemps pour savoir quand une structure allait s'effondrer. La seule question était de savoir si l'on remarquait les signes à temps pour se protéger ou non. Nous avons passé 2h30 à tout vérifier. L'acte de propriété, qui me désignait comme unique propriétaire avec une clarté absolue. Les comptes d'électricité et d'eau, tous à mon nom depuis 19 ans. Les dossiers fiscaux, les assurances. Pas un seul document ne portait le nom de mon fils à un titre quelconque suggérant une propriété ou un droit légal. Quand nous avons eu fini, François s'est adossé à son fauteuil et a dit que la situation n'avait rien de complexe juridiquement. J'étais propriétaire du bien. Ils étaient des occupants sans bail formel. J'avais le droit de leur demander de partir avec un préavis approprié. Je lui ai dit que je voulais une mise en demeure formelle de 60 jours, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et par huissier simultanément. Je ne voulais aucune zone d'ombre. François a acquiescé et a dit qu'il préparerait le projet pour jeudi. Je lui ai dit d'en faire un préavis de 30 jours. Il m'a regardé un instant puis a noté quelque chose. 30 jours, a-t-il dit. C'est entendu. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là par un autre chemin, en passant devant un garde-meuble. J'ai noté les tarifs sur le panneau. Je faisais déjà mentalement l'inventaire de ce que je déménagerais en premier. La mise en demeure est arrivée le jeudi, exactement comme François l'avait dit. Je n'étais pas à la maison lors de la remise. J'étais chez Chantal pour l'aider à recoller des barreaux de chaise d'une salle à manger qu'elle avait trouvée dans un vide-grenier. Mon téléphone a commencé à s'affoler à 11h47. Mon fils a appelé 4 fois en 8 minutes. Ma belle-fille a appelé 2 fois. Je les ai laissés tomber sur ma messagerie et j'ai continué à travailler sur les chaises. Chantal m'a demandé si je devais m'occuper de ça.
Je lui ai répondu que les chaises étaient plus importantes. Elle a ri. J'ai repensé à ce rire souvent depuis. J'ai répondu au 9e appel. La voix de mon fils était tendue, comme lorsqu'il était adolescent et qu'il avait fait une bêtise dont il ne pouvait pas se sortir par des mots. Il m'a demandé si j'avais vraiment envoyé ce courrier. Je lui ai dit que oui. Il a dit qu'il ne comprenait pas. Je lui ai dit que le document était écrit en français courant et que j'avais confiance en sa capacité de lecture. Il a dit que c'était insensé. Je lui ai demandé quelle partie il trouvait obscure. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller. J'ai répondu que c'était une question qu'il avait eu 3 ans et 4 mois pour régler et qu'il avait choisi de ne pas le faire. Ma belle-fille a alors pris le téléphone. Elle utilisait une voix que je ne lui connaissais pas, plus basse, plus posée, celle qu'elle utilisait quand elle gérait une situation. Elle a dit qu'elle comprenait que je sois contrarié. Elle a dit qu'elle pensait que nous pouvions trouver un moyen de faire fonctionner les choses pour tout le monde. Je lui ai demandé de me dire la dernière fois qu'elle avait considéré ce qui fonctionnerait pour moi. Silence. Je lui ai dit que le compte à rebours des 30 jours avait commencé le jour de la remise du courrier et je lui ai suggéré d'utiliser ce temps de manière productive. J'ai raccroché. Ce soir-là, je suis allé au garde-meubles et j'ai réservé le plus grand box qu'ils avaient. Le week-end suivant, j'ai commencé à déplacer discrètement les choses auxquelles je tenais. Mes outils, mes stocks de bois précieux, ma collection de rabots anciens que j'accumulais depuis 15 ans, les cartons de photos de l'enfance de mon fils que je n'étais pas prêt à laisser dans une maison qui appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. J'ai travaillé méthodiquement et sans éclat. Mon fils et sa femme m'observaient depuis la fenêtre de la chambre d'amis qu'ils occupaient depuis 3 ans et 4 mois, sans rien dire. Ce que je ne leur avais pas dit, c'est que 2 semaines avant l'envoi du préavis, j'avais contacté une agence immobilière pour mettre la maison en location longue durée. Le loyer au prix du marché serait de 4 200 € par mois. J'avais aussi dit à François que je pourrais vendre directement si une offre sérieuse arrivait vite. La zone était devenue très prisée et François connaissait des acheteurs qui se décidaient rapidement. Ce que je ne leur avais pas dit non plus, c'est que 3 ans plus tôt, quand mon fils m'avait demandé de me porter caution pour un prêt personnel destiné à ce qu'il décrivait comme un investissement dans un concept store qui n'avait jamais vu le jour. J'avais structuré mon engagement via un accord financier séparé qui me permettait de retirer ma garantie sous certaines conditions. La rupture des liens familiaux ou l'expulsion en faisait partie. François m'avait conseillé cela lors de la mise en place du dossier. J'avais déposé les papiers pour entamer cette procédure le lendemain de mon rendez-vous avec l'avocat. Le problème avec les gens qui profitent de la générosité, c'est qu'ils partent du principe que la personne généreuse n'a pas de stratégie. Ils voient la patience et ils lisent de la faiblesse. Ils voient l'accommodation et ils lisent une obligation. Mon fils et sa femme avaient passé 3 ans à mal me juger. Ils s'apprêtaient à recevoir une version corrigée. Les appels ont continué pendant la première semaine. Mon fils a laissé des messages qui passaient par toutes les étapes émotionnelles de manière prévisible. Colère, négociation, appel aux sentiments familiaux, et enfin une version de contrition qui semblait apprise par cœur. Ma belle-fille a posté sur ses réseaux sociaux des messages sur les dynamiques familiales toxiques et sur le courage qu'il fallait pour prioriser sa santé mentale. Elle ne m'a pas nommé directement. Elle n'en avait pas besoin. Je l'ai vu parce que Chantal me l'a montré. J'ai lu une fois, j'ai rendu le téléphone et j'ai dit à Chantal ce que j'en pensais, à savoir qu'une personne ayant vécu gratuitement chez quelqu'un d'autre pendant 3 ans n'était peut-être pas la mieux placée pour donner des leçons à Internet sur les relations parasitaires. Chantal a ri de nouveau. Je commençais à collectionner ces rires comme les rabots de mon atelier. Chacun d'eux était une petite chose réelle qui valait la peine d'être possédée. Au 22e jour, mon fils est venu me voir à l'atelier. Je savais qu'il finirait par le faire. J'avais laissé la porte ouverte. Il se tenait dans l'encadrement de la porte comme lorsqu'il avait 9 ans et qu'il avait cassé quelque chose qu'il craignait de m'avouer. Il avait vraiment une sale mine. Il avait perdu du poids et ses yeux avaient l'aspect creusé de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Il s'est assis sur le tabouret près de mon établi sans y être invité, ce qui me disait qu'il n'était pas totalement perdu, que quelque part en lui se trouvait encore le gamin qui s'était toujours senti bien dans cette pièce. J'ai continué à travailler sur la pièce devant moi, une commode des années 50 dont les tiroirs étaient coincés et que je restaurais depuis 2 semaines. J'ai attendu. Il a dit qu'il savait qu'il avait déconné. Il a dit que le message vocal était une erreur. Il a dit que sa femme traversait une période difficile,
qu'il avait essayé de contenter tout le monde et qu'il avait mal géré la situation. Il utilisait les bons mots, mais dans le mauvais ordre, et je pouvais entendre dans leur arrangement que quelqu'un l'avait aidé à préparer son discours. Je lui ai demandé ce qu'il pensait que j'avais fait de mal. Il m'a regardé. J'ai demandé à nouveau. J'ai dit que je voulais qu'il me cite une seule chose spécifique que j'avais faite de manière incorrecte en 3 ans et demi. Il n'a pas pu. Je l'ai regardé chercher quelque chose et revenir bredouille, et j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni de la tristesse, ni de la colère, mais plutôt le sentiment que l'on éprouve quand un diagnostic confirme ce que l'on savait déjà. Je lui ai dit que le préavis était maintenu. Je lui ai dit que j'avais lancé la procédure pour retirer ma garantie sur son prêt et qu'il recevrait un courrier de la banque sous 10 jours. J'ai vu son visage se décomposer. Il a dit que je ne pouvais pas faire ça. J'ai dit que c'était déjà fait. Il a dit que cela allait détruire son crédit. J'ai répondu que beaucoup de choses détruisaient le crédit et que la responsabilité était celle que ses choix lui avaient valu. Il a prononcé le mot que nous évitions tous les deux. Il a dit que je le punissais. J'ai posé l'outil avec lequel je travaillais et j'ai regardé mon fils droit dans les yeux, comme je l'avais regardé quand il avait 17 ans et qu'il m'avait menti sur l'endroit où il avait passé la soirée. Le regard qui lui disait que je savais déjà tout et que j'attendais de voir s'il dirait la vérité. Je lui ai dit que je ne le punissais pas. Je lui ai dit que la punition était quelque chose que l'on infligeait pour changer un comportement. Ce que je faisais, c'était me retirer d'un arrangement qui m'avait coûté 4 ans de dignité, en laissant les conséquences naturelles de ses choix se produire sans mon interférence. Je lui ai dit qu'il y avait une différence entre les deux et qu'il devrait y réfléchir. Il est parti sans un mot de plus. Par la fenêtre de l'atelier, je l'ai regardé traverser le jardin pour rentrer dans la maison, puis je me suis remis à ma commode. Au 29e jour, ils étaient partis. Je suis rentré de chez Chantal et la maison était vide. Ils avaient emporté tout ce qu'ils avaient apporté et avaient laissé les pièces dans un état qui prouvait que le départ s'était fait dans la hâte et la frustration. Il y avait des marques sur les murs là où les meubles avaient été traînés sans soin. Un porte-serviette cassé dans la salle d'eau des invités, qui devait l'être depuis Dieu sait quand sans jamais m'avoir été signalé. La moquette de la chambre d'amis avait une tache qui n'y était pas avant leur arrivée. Rien de tout cela ne m'a surpris. J'ai tout documenté avec soin, photographié chaque pièce, déposé une demande d'indemnisation à l'assurance pour les dégâts et j'ai passé un samedi tranquille à nettoyer. Ce soir-là, je me suis assis sur la terrasse pour la première fois depuis des années sans guetter des bruits de pas derrière moi, sans calculer l'humeur de qui j'allais devoir gérer. L'air avait un goût différent. Je sais ce que ça implique de dire ça, mais je n'ai pas d'autre façon de l'exprimer. Le silence était différent. François a appelé le lundi suivant pour confirmer que la banque avait terminé l'examen du prêt. Sans ma garantie, le taux d'endettement de mon fils dépassait le seuil autorisé. Il devait soit trouver un nouveau garant, soit rembourser le solde, soit renégocier les termes. Vu sa situation financière actuelle, aucune de ces options n'était simple. Ce n'était pas une cruauté que j'avais orchestrée. C'était le résultat naturel d'une structure financière que j'avais mise en place avec des garde-fous appropriés après des années à voir l'argent disparaître sans reconnaissance. L'offre pour la maison est arrivée via un contact de François 2 semaines après le départ de mon fils et de ma belle-fille. Un couple arrivant de Paris, tous deux ingénieurs, avec un financement déjà prêt, un calendrier flexible. Ils ont proposé 915 000 €. J'ai contre-offert à 930 000. Ils ont accepté dans l'heure. Nous avons signé la vente définitive 6 semaines plus tard. Debout dans le bureau de François, en signant les derniers documents, j'ai pensé au nombre de fois où j'avais parcouru les limites de cette propriété, à la matinée où j'avais coulé les fondations de l'atelier moi-même parce que je voulais que ce soit parfait. Aux chênes et aux 2 canicules. J'ai pensé à tout cela, puis j'ai signé mon nom là où François me l'indiquait, et j'ai tourné la page. Le produit de la vente, après remboursement du reliquat de prêts et frais, s'élevait à 811 000 €. J'en ai placé 600 000 dans un portefeuille diversifié et j'ai utilisé le reste comme apport pour une maison plus petite à Villefranche-sur-Saône, à environ 30 minutes au nord. 2 chambres, un atelier indépendant plus grand que le précédent, un beau terrain avec des arbres matures, et personne à l'intérieur qui ne souhaite pas y être. J'ai payé comptant. C'était à moi d'une manière que la maison des Monts d'Or avait cessé d'être. Chantal m'a aidé à emménager un samedi. Elle avait apporté des sandwichs et des opinions bien tranchées sur l'emplacement des meubles, ainsi qu'une enceinte qui diffusait de la musique que je n'avais pas entendue depuis des années.
Nous avons passé l'après-midi à tout arranger, en nous disputant gentiment sur la place de mon établi et sur le fait de savoir si une certaine lampe allait dans le salon ou dans la chambre. Je lui ai dit qu'elle irait là où elle pensait qu'elle serait la plus belle. Elle m'a regardé un instant comme si j'avais dit quelque chose de surprenant. Puis elle a souri et a posé la lampe dans le salon. 6 semaines après mon emménagement, mon fils m'a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. Il louait une chambre chez un ancien collègue alors que ma belle-fille, apparemment, s'était installée à Bordeaux pour un nouveau poste qui s'était concrétisé avec une rapidité inhabituelle. Je n'ai pas posé de questions sur le calendrier de ce départ. Mon fils m'a dit qu'il avait commencé à voir un conseiller. Il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi. Il a dit qu'il savait que des excuses ne suffisaient pas, mais qu'il les présentait quand même parce qu'elles étaient sincères. J'ai écouté. Je lui ai dit que je l'entendais. Je lui ai dit que j'étais content qu'il reçoive de l'aide. Je lui ai dit que reconstruire la confiance était un projet de longue haleine et qu'il ne devait pas s'attendre à ce que cela avance plus vite que le temps nécessaire. Il a dit qu'il comprenait. Il a ajouté qu'il n'appelait pas pour demander quoi que ce soit. Je lui ai dit que je le croyais. Nous avons parlé pendant 11 minutes, puis nous nous sommes souhaités bonne nuit. Je me suis assis dans mon nouvel atelier après cet appel et j'ai travaillé un moment sur le projet que je commençais et arrêtais depuis un mois, un fauteuil à bascule que je construisais de toutes pièces, en chêne blanc, avec des assemblages traditionnels, sans clous, sans agrafes, sans raccourcis. Le genre de pièce qui prend 6 mois si on la fait bien et qui dure 100 ans. Je voulais en construire un depuis des années mais je n'avais jamais trouvé le temps ou la sérénité pour le faire. J'avais les deux maintenant. Chantal est passée le lendemain soir et m'a demandé comment s'était passé l'appel. Je lui ai dit que cela s'était passé aussi bien que possible. Elle m'a demandé si je pensais que les choses finiraient par être différentes avec mon fils. Je lui ai dit que je pensais que les choses étaient déjà différentes. Qu'elles deviennent quelque chose de bien dépendait de choix qu'il n'avait pas encore faits, et j'avais appris à ne plus anticiper les choix des autres dans mes propres calculs. Elle y a réfléchi un instant, puis elle a dit que cela semblait un peu solitaire, sans amertume, juste honnêtement, comme elle disait toujours les choses. Je lui ai répondu que c'était encore plus solitaire d'être entouré de gens qui traitaient ma présence comme un problème à gérer. Elle a acquiescé lentement. C'est un bon point, a-t-elle dit. Nous avons dîné ce soir-là sur la terrasse de ma nouvelle maison, avec le bruit du vent dans les arbres et l'odeur de feu de bois venant d'un voisin, sans aucune tension dans l'air. Aucun calcul nécessaire. Juste deux personnes qui mangent et discutent en étant honnêtes l'une envers l'autre sans que cela ne coûte rien à personne. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois à réfléchir à ce que j'aurais fait différemment, non pas l'année dernière, mais les années précédentes. La réponse honnête est que j'aurais dû fixer des limites plus tôt, pas cruellement, pas de manière théâtrale, mais plus tôt. J'aurais dû avoir cette conversation directe avec mon fils dès la première année, celle que j'ai évitée parce que j'espérais qu'elle ne serait pas nécessaire. J'aurais dû traiter l'hébergement comme un cadeau plutôt que comme un dû, j'aurais dû le nommer ainsi et y attacher des conditions par écrit. Je sais rédiger des contrats. J'en ai signé des milliers. Celui que j'ai manqué de rédiger est celui qui importait le plus. Mon fils m'envoie des textos de temps en temps maintenant, des messages courts, des nouvelles, rien qui ne demande quoi que ce soit. Le mois dernier, il m'a annoncé qu'il avait obtenu une promotion. Je lui ai dit que j'étais content pour lui et je le pensais vraiment. Nous ne sommes pas proches. Je ne sais pas si nous le redeviendrons un jour. J'ai arrêté d'essayer de deviner la réponse à cette question et j'ai commencé à simplement répondre aux faits tels qu'ils se présentent, de la même manière que j'évalue une pièce de bois avant de commencer à la travailler. Pas de supposition sur ce qu'elle devrait être, juste de l'attention sur ce qu'elle est réellement. Le fauteuil à bascule est presque fini. Encore quelques semaines de travail, puis plusieurs couches de finition et un long séchage. J'ai déjà décidé de l'endroit où il sera placé, sur la terrasse de cette maison qui m'appartient entièrement, face aux arbres, le matin quand la lumière arrive de biais et que l'air est encore frais. Là où je n'ai aucune obligation d'être et personne devant qui je dois faire semblant d'être heureux. Je me suis choisi.